Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, nous abordons aujourd'hui les défis diplomatiques face à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le professeur Dadi Saleh, avec qui nous allons réfléchir ensemble, nous allons analyser la situation et nous allons émettre des idées. Que faire pour pouvoir arriver à braver ces rebelles, à braver cette agression qui n'a pas de justification, cette agression rwandaise. Alors, professeur, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Luanda les dimanches 15 décembre 2024, avec l'échec de la tripartite qui devait avoir lieu entre le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, le président rwandais Paul Kagame, mais aussi le médiateur angolais Joao Lourenço. Et la tripartite a échoué parce que le président rwandais qui avait annoncé sa présence a dû choisir la politique de la chaise vide. Quelle est votre appréhension par rapport à ce qui s'est passé? Je pense que nous devons apprendre de tout ce qui se passe. C'est encore une leçon de plus. Je sais que le président de la République a fourni beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Surtout dans les sens diplomatiques. Il a démontré qu'il voulait la paix à tout prix. Et je pense franchement, il a fait. Parce qu'il est même arrivé à entre guillemets, accepter des contrats avec l'or, des contrats avec Air Rwanda. Je pense qu'il a déclaré cela. Nous sommes tous clairs par rapport à ça. Et qu'effectivement, pour l'instant, c'est que je pense que le président de la République, qui est le numéro 1 de la diplomatie congolaise, n'est-ce pas, va apprendre avec nous qu'exactement, il a tenté, il faudra qu'il passe à une autre étape, n'est-ce pas? Et que cette étape-là, ce n'est plus de mettre la diplomatie en premier lieu, parce que ça prouvait effectivement ses limites, et tout ce qu'il a tenté d'une façon magistrale, comme quelqu'un qui peut aimer la paix, il a compris que ça a des limites. Tout ce qu'il a tenté comme quoi? Tout ce qu'il a tenté. Je précise qu'il a tenté. Il a rapproché les Rwandais. Il avait dit à Goma, il a signé même des contrats par rapport à l'or. Il a signé des contrats par rapport à Air Rwanda, qui Air Rwanda a eu l'autorisation de fonctionner en République démocratique du Congo. Il a tenté beaucoup de choses. Et il avait dit lui-même. Tout ça pour qu'il y ait la paix entre le Rwanda entre la région, ça va, les Grands Lacs et la République démocratique du Congo. Et je pense qu'il y croyait, mordicus. Mais maintenant, là, il ne s'agit pas de dire est-ce que c'était une erreur ou pas. Non, ce n'est pas ça la question. Il s'agit de comprendre tout simplement qu'on peut passer à une autre étape. L'étape où le président de la République le fait déjà. Parce que pour moi, je le félicite parce qu'il a signé que la RAD puisse exister. C'est la réserve armée de la défense, là où se trouve le Ouazalendo. On va y arriver. Mais je voudrais savoir si vous, personnellement, dans vos réflexions, vous estimez que ce qui s'est passé à Luanda, c'est vraiment un échec diplomatique, et à qui incombe cet échec? Pour mieux sauter, il faut savoir tomber. Je ne pense pas que ce soit pour moi opportun, surtout qu'on est à la télé, il y a toujours un problème de temps, qu'on puisse essayer de jeter de pierres à qui que ce soit. La ministre effectivement de la diplomatie, qu'est-ce qui s'est passé, ça va, pour que le président rwandais ne se présente pas? Est-ce que c'est le président de la République lui-même, c'est son entourage? Non, et loin d'être ma question. Nous avons tous constaté avec le président nous-mêmes, avec Lorenzo, le président de l'Angola, que le président du Rwanda n'est pas venu. Un point entré, c'est un constat. Alors, échec diplomatique, oui, nous sommes tout à fait d'accord et la tripartite n'a pas eu lieu. Mais je prends plutôt l'angle où, de cet échec-là, on devait en sortir des points positifs. Voilà là où je suis, monsieur le journaliste, et tout le peuple congolais, et exactement toutes les autorités qui m'écoutent. Je suis un entrepreneur. On dit de nos échecs qu'on apprend comment gagner.
Ça va? Donc nous devrions apprendre de ça. C'est là où je suis. Critiquer le fait qu'il s'agit d'échecs, le président a commis des erreurs, ou bien la ministre, bon, ça nous ramènerait où? Ici, moi, je prends l'angle où le président de la République, le numéro 1, les garants de la nation, a bien compris que, ben, écoutez, en attendant, à Lubero, à Walikale, les Rwandais, qui ne s'est pas présenté aux négociations de Luanda, mais s'est présenté sur terrain en train d'essayer de conquérir de l'espace, en train de renforcer, et les rapports sont là. Les rapports sont là. Les Rwandais, l'Ouganda ont renforcé des hommes et munitions comme pas possible. Donc l'idée c'était clair, noir sur blanc, c'est terrasser la République démocratique du Congo quand on va s'asseoir à Luanda. Butembo devait déjà être tombé, qu'on soit totalement en position de faiblesse. Donc je répète encore une fois, la diplomatie, il s'agit des rapports de force. Il ne s'agit pas de qui a raison, qui a tort. Ce qui fait que, apprenons de ça et que, Excellence, Monsieur le Président, pour l'instant, il est grand temps, ça va, que nous puissions miser un peu plus sur la création de ces rapports de force-là. Parce qu'il y a plusieurs créations. On comprend bien la création du rapport de force diplomatiques, que les gens puissent comprendre, parce que ça c'est un point positif, que les gens voient totalement que c'est les Rwandais qui sont en train de bousiller cette opportunité de paix. Mais ben, ils le savent déjà. C'est comme on le dit, quand un voleur vient voler, il sait qu'il vient voler. Les Rwandais savent très bien qu'il vient voler en République démocratique du Congo, qui cherche la balkanisation, qui a un complot au niveau international. Ils le savent très bien. Ils ne vont pas le dire. Alors, vous parlez du Rwanda, vous parlez aussi de l'Ouganda, alors que les soldats ougandais sont sur le sol congolais en train de se battre aux côtés des FARDC. Mais pourquoi vous citez encore l'Ouganda comme pays agresseur? Entre-temps, vous avez suivi le président de la République qui était en Ouganda dernièrement. Et puis, il y a une délégation ougandaise qui était au Congo. Mais pourquoi vous citez l'Ouganda comme un deuxième pays agresseur? Parce que j'ai personnellement des preuves que l'Ouganda nous agresse depuis très longtemps. L'Ouganda a toujours été avec le Rwanda et ce n'est pas demain. Nonobstant le fait des gens qui croient qu'ils vont, le Rwanda ne sera pas avec l'Ouganda jusqu'au bout. Je suis désolé. Là, c'est une méconnaissance de l'histoire des Grands Lacs. L'Ouganda, et ce n'est pas moi seul, les rapports des Nations Unies, les rapports de l'ANER les prouvent suffisamment. Même le président de l'Assemblée nationale l'a si bien dit. Il y a des preuves que l'Ouganda nous agresse depuis très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes en collaboration vers l'Ituri, ça va, avec l'Ouganda pour chasser les ADF. Oui, mais c'est une erreur pour moi. Ça va, je l'ai toujours dit. C'est une erreur stratégique qu'on met encore une fois. On croit que les Ougandais peuvent avoir la volonté pour finir la guerre et chasser les FDLR, les ADF en République démocratique du Congo. Donc vous n'êtes pas d'accord qu'ils soient associés? Je ne suis pas du tout d'accord parce qu'il est prouvé, noir c'est blanc. J'ai dit il est prouvé par l'ANER. Moi, professeur Dadi Saleh, je vous le précise, il est prouvé par l'ANER, Agence des renseignements nationales la République démocratique. Alors, nous parlons des défis diplomatiques face à la situation sécuritaire dans l'Est. Les militaires burundais sont sur le sol congolais, les Ougandais sont sur le sol congolais, les forces de la MONUSCO sont encore dans la partie Est. Il y a également les éléments de la SADC qui sont sur le sol congolais. Et pourquoi on ne parvient toujours pas à repousser l'ennemi et le mettre hors d'état de nuire? Simple. Parce que toutes ces forces-là, ça va, n'ont rien à voir avec la paix en République démocratique du Congo. Je répète ma phrase. Toutes ces forces-là, en grande partie, n'ont rien à voir avec la paix en République démocratique du Congo. Si nous sommes d'accord avec le chef de l'État que les plans, ça va, de la complicité au niveau international existent, eh bien non, il y a complot pour que la République démocratique du Congo ne soit pas la gâchette de l'Afrique. Parce que si la République démocratique du Congo s'est développée sérieusement, ça va, ça ferait en sorte que les néocolonialistes ne contrôleraient pas l'Afrique. Donc, ces complots existent, nous sommes d'accord. Ce complot va aussi au niveau régional. Il y a un complot au niveau régional pour que la République démocratique du Congo reste un pays faible et pauvre, malgré notre richesse et tout ce que nous avons. Ce qui fait que ce complot international, paix à l'âme de notre héros Lumumba et tous les héros,
Ils sont morts à cause de ça. Donc celui qui ignore cela, bon, ok, c'est ce que j'ai appelé politique d'Autriche. Donc on se cache la tête, on pense qu'effectivement que cette réalité n'est pas là. Et diplomatie naïve, ça va. Ce sont des réalités. C'est ça qui me guide dans mes réflexions. Comprenant cela, on comprend très bien qu'effectivement, que quand beaucoup de forces viennent dans les Nations Unies, mais effectivement, ce sont des forces en grande partie néocolonialistes. Chaque pays a ses propres intérêts et où effectivement nous connaissons ceux qui sont plus grands dans des décisions des Nations Unies. Ils ne vont pas faire l'inverse. Et ceux qui sont plus grands, par exemple la France, pour les nommer, ça va. La France avait dit au temps de Sarkozy depuis très longtemps qu'il fallait diviser la République démocratique du Congo. Il faut se partager les ressources du Congo avec les étrangers, avec les Rwandais et les... Qui n'a pas compris ça? Mais on a écouté, mais on fait semblant comme si ça ne s'est pas dit. On connaît la position des Américains. Les Américains ne sont pas vraiment avec la République démocratique du Congo, nonobstant ce qu'on appelle diplomatie politique des couteaux à double tranchant. Les Américains sont en grande partie derrière leurs propres intérêts, et c'est normal. Nous devions être derrière nos propres intérêts. Leurs intérêts, pour l'instant, tant vers l'Ouganda, tant vers le Rwanda. C'est clair, noir sur blanc. Et qu'est-ce qui fait qu'ils puissent aller, au lieu de venir au Congo, il passe les États-Unis, bien sûr, oui. Il passe par les pays frontaliers. Je sais que c'est la diplomatie américaine, elle est comme ça. Oui. C'est toujours de passer par d'autres pays pour attaquer les pays où ils pensent trouver leur intérêt. Alors, pourquoi ne pas venir? Le président Tshisekedi avait tendu sa main pour dire, voilà, je suis là, vous voulez les richesses du Congo, venez, on négocie pour qu'on ait des contrats gagnant-gagnant. Vous gagnez, la RDC gagne. Pourquoi les États-Unis, la France, passent par le Rwanda, passent par l'Ouganda pour attaquer, tuer et prendre les minéraux de la RDC au lieu de venir directement au Congo? Cette question, je la prends comme une question où on ne peut pas dire oui et non. Ça va? C'est plutôt une question de degré. Parce qu'en diplomatie, on comprend effectivement qu'il y a toujours une sorte de petite interdépendance. Même les Américains dépendent un peu d'Israël, un peu de l'Europe, un peu de la Chine, etc. Mais c'est plutôt la pénétration, le degré de liberté. Nous, ici, nous avons perdu notre degré de liberté. Je pense qu'on n'est pas libre à plus de 80%. Parce qu'on ne contrôle ni notre économie, ni notre liberté. Qu'est-ce qu'on contrôle en fin de compte? On contrôle juste notre langage et la façon de nous habiller peut-être, etc. C'est un peu pour blaguer. Donc, on ne contrôle presque pas grand-chose. Mais nous n'acceptons pas nous-mêmes que nous ne contrôlons pas grand-chose. Ce qui fait que pourquoi on va avoir besoin de vous si déjà on vous contrôle? Vous amenez quoi? Parce qu'on peut avoir tout ce qu'on peut avoir sans vous. Alors pourquoi est-ce qu'on va venir à vous? C'est-à-dire, s'ils ont besoin des minéraux, ils les ont à travers les Rwanda, l'Ouganda, à travers des guerres. Je vous précise qu'on a plus de 200 groupes armés depuis plus de 30 ans, ça va, 20 ans. Financés par les multinationales. Exactement, vous pensez c'est financé par qui? C'est financé, on se voile de face, ça va, c'est financé par ces complots au niveau international, exactement, qui a les minéraux à moins cher. Les minéraux descendent, comme vous le savez, et nous sommes en procès contre Apple. Félicitations à la République démocratique du Congo. On est en procès parce que c'est une réalité. Pourquoi vous voulez que quelqu'un puisse venir acheter votre minerai à 10 $ plutôt que l'avoir à 2 $? Et qu'effectivement, ça lui arrange aussi l'aspect diplomatique. Quel est l'aspect diplomatique? Le Rwanda, après le génocide, a su en pénétrer dans la tête, effectivement, du niveau diplomatique mondial. C'est un peu comme Israël, qu'avec les génocides, il faut protéger le Rwanda. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Notre génocide, le génocide du Rwanda, ça va, c'est plus ou moins 1 million de personnes, 800 000 à 1 million de personnes. Et les génocides en République démocratique du Congo, c'est plus de 10 millions de personnes. Et que ça, ce sont nos rapports et les rapports qu'on a. Mais les rapports des Nations Unies parlent de 5 millions de personnes. Donc, quel que soit ce qu'il y a plus ou moins 9 millions à 10 millions de Congolais qui sont morts, ça va, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est à peine que nous félicitons le président qui a accepté, ça va, qu'on ait au moins une date. Mais quelles sont les manifestations pour vendre cela? Je vous assure, il n'y en a pas grand, il n'y a pas grand-chose. Nous continuons à être un peu, excusez-moi les mots, un peu dans le bruit. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas grand-chose? Parce que vous avez suivi quelques sommets au cours desquels les représentants de la RDC
ont attaqué les Rwandais. J'ai suivi la ministre des Affaires étrangères dernièrement qui a attaqué sérieusement les Rwandais sur la table des négociations. J'ai suivi notre ambassadeur près des Nations Unies qui avait également fait la même chose. Mais la question que je me pose, je vous la pose aussi, les résultats de tout ça, sur le terrain, ça ne produit pas. Pourquoi? Ça signifie que les États-Unis ou les grandes puissances n'ont pas besoin qu'il y ait la paix en RDC, ou bien, comme on dit, rapport de force, on pense qu'en RDC c'est une forêt où n'importe quelle puissance peut aller puiser ce qu'il veut et la population va regarder, subir. Voilà. Il y a plusieurs questions dans la question que vous venez de poser. Je vais essayer d'être un peu plus concis. Pourquoi pas la République démocratique du Congo? Je viens de vous le prouver. En diplomatie, c'est les rapports de force. Or, celui qui continue à considérer la parole ou bien les discours comme une action de force se trompe. Non. Votre parole n'a de force que quand on peut avoir peur que ça puisse s'accomplir. Donc, quand Macron a dit « je demande aux troupes rwandaises de quitter le sol, je condamne ce qui se passe », ça ne sert à rien. Le pape l'a dit aussi. Ben, ça ne sert à rien. Je suis désolé. Et vous avez tout bien compris. Les États-Unis l'ont dit aussi. Effectivement, vous comprenez que ce n'est pas ce qu'ils font en Ukraine. Ouais. En Ukraine, ils dépensent des milliards et des milliers de milliards de dollars. Et ils envoient des troupes. Ils n'ont pas besoin de discours. C'est des milliards de dollars et des formations et des formations et des engins. Alors, qu'est-ce que vous comparez entre les discours et envoyer des engins et se battre? Donc, tout discours n'a pas de sens si ça n'a pas un soubassement qui fait peur. Exemple, si la Chine aujourd'hui dit, parce que la Chine a menacé l'Europe d'une guerre économique, et l'Europe a peur, parce que l'Europe sait effectivement que si la Chine coupait, ça va, ses exportations vers l'Europe, et la Chine n'importait plus des marchandises vers l'Europe, ben, c'est l'argent qu'on perd. C'est une influence, c'est ce qui s'appelle rapport de force. Les rapports de force, ce ne sont pas tous les beaux discours et porter des cravates, je suis désolé. Malheureusement, nous avons bien compris que nous sommes très forts en discours, en rhétorique, mais sur terrain, ben, écoutez, ce n'est pas la même chose. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais ce n'est pas du tout la même chose. Comme on l'a dit, eh ben, en quoi est-ce que le Rwanda, pour l'instant, peut avoir peur de nous? Sur terrain. Dites-moi. Or, nous avons les capacités de faire peur au Rwanda. Mais pour l'instant, le Rwanda sait très bien qu'on ne peut pas l'attaquer. Parce qu'apparemment, quelqu'un a dit qu'on ne devait pas attaquer les Rwandais. Et pourtant, nous avons la capacité de les attaquer. Ben alors, ils ne peuvent pas avoir peur de nous. Les Rwandais, c'est très bien qu'ils viennent de récupérer Walikale. Ça va? Walikale, c'est là où nous avons pour l'instant parmi les minéraux les plus stratégiques. Coltan, etc. C'est exploité maintenant un peu plus officiellement par les Rwandais. Donc, on n'a pas pu, effectivement, sécuriser nos terres. On n'a pas pu sécuriser notre richesse. Ce qui fait qu'on va avoir... Pourquoi on va venir vous négocier? Si on peut avoir gratuitement, on vous tape un peu et on a tout ce que vous pouvez offrir gratuitement. Donc, s'il vous plaît, les Américains n'ont pas intérêt à négocier avec la République démocratique du Congo parce que ça les arrange. Les entreprises multinationales n'ont pas intérêt à négocier avec la République démocratique du Congo parce que ça les arrange. Donc, ce que nous demandons au chef de l'État, ça va, c'est de les obliger à avoir besoin de nous. C'est ce que j'ai dit. On devait, par exemple, faire notre économie de guerre. Nous avons une économie trop extravertie, où nous misons sur les investisseurs extérieurs. Nous coupons. C'est des droits. Même les Américains le font, même les Chinois le font. Pourquoi nous on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on va avoir peur de vous? Mais si nous contrôlions, par exemple, notre cuivre, à 90%, pas les Chinois, nous, Congolais, nous contrôlons, avec des entreprises congolaises, ça va, et l'État congolais. Quelqu'un peut avoir peur de nous. Mais quelqu'un va avoir peur de nous, pourquoi? Parce qu'il sait que pour votre propre matière première, ça va, cuivre, etc., il va négocier avec les Chinois. Il ne va pas négocier avec les Congolais. Donc, quand vous parlez du Rwanda, je vous parle au-delà des Rwandais. Donc, pour l'or, pourquoi est-ce qu'on va négocier avec les Congolais? Parce qu'on a bradé toutes les entreprises minières d'or. Ça appartient aux Canadiens et ça appartient aux étrangers. Donc, ils vont négocier. Par exemple, ce qu'on fait effectivement avec l'Obito. Ça va, ils vont négocier avec l'Angola. Parce qu'exactement, eh ben, nous n'avons presque plus rien.
Qu'est-ce qu'ils vont venir faire ici? Nous n'avons pas la dissuasion. C'est la raison pour laquelle je retourne. Attendez, Oui. on va y arriver. On a du temps pour ça. Oui. Alors, je voulais revenir. Donc, pourquoi aussi, même les pays qui savent qu'ils exploitent nos minéraux, qu'ils ont beaucoup à gagner en RDC, n'interviennent plus dans cette situation de guerre ou ne sont pas intéressés, n'appuient pas même notre pays sur ce plan-là pour qu'il y ait la paix et qu'ils exploitent. Mais ils laissent la situation s'empirer. Oui. Entre-temps, ils exploitent ou c'est parce qu'ils sont consultés seulement en catimini ou bien c'est comment? La Chine est avec nous et elle exploite. Tout à fait. Vous avez dit, mais les Sud-Africains, les Canadiens, tout le monde est là. Et là. Mais, et la situation s'empire, ces pays ne disent absolument rien. Parce qu'ils sont gagnants. Je le répète, s'il vous plaît, chers journalistes et chère population congolaise. Ça va? Pour l'instant, nous bradons nos matières premières. Ça, c'est ça le problème. Ce qui fait que brader, ça signifie donner à vil prix. Quand la Chine a des concessions à vil prix, ils savent très bien que si nous gardons, nous regagnons la sécurité, ils ne peuvent pas avoir ces carrés miniers à vil prix. Qui peut avoir des carrés miniers à vil prix comme on les a aujourd'hui en République démocratique du Congo? Il suffit d'avoir un petit 100 millions de dollars, 50 millions de dollars, et vous avez des carrés miniers. Et que vous allez leur donner cet argent, je ne sais pas à qui, rétrocession, bien, on ne sait pas à qui, mais au moins, tout ce que nous savons que la réalité est là, ça nous rattrape. Les entreprises minières, en plus de 80% de la République démocratique du Congo, les grandes entreprises minières ne sont plus congolaises. C'est tout. C'est une réalité. Ils ont donné l'argent à qui? Cet argent est allé où? Cet argent a fait quoi? On félicite par exemple l'IGF, parce qu'ils ont compris qu'on a fait des contrats léonins. Je l'ai démontré à plusieurs reprises. Et ce n'est pas l'ancien président de la FEC, un peu Yuma, qui va me dire l'inverse. Tous les contrats, parce que dès qu'on est à plus de 60%, on peut dire tout, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on généralise. Tous les contrats, comme ça que quelqu'un ne pense pas que j'ai dit c'est 100%, absolument pas. Mais tous les contrats miniers sont léonins en République démocratique du Congo. Tous les grands contrats sont léonins. Je m'excuse. J'ai dit, je cite Yuma. Il a prouvé aussi. Il a été lui-même là-bas, il a permis qu'on signe des contrats léonins et lui-même a prouvé effectivement que c'était des contrats léonins. Le professeur Dadi Salé le fait qu'il est répété. Alors pourquoi on peut continuer à avoir des contrats léonins, on ne les coupe pas? Oui, on arrange un peu les contrats léonins avec les Chinois. On arrange un peu comme ça on va récupérer quelques milliards de dollars. Non. Mais même avec les Chinois, il y a toujours des contrats léonins. Il y a des rapports où, clair. Si vous revenez sur les contrats 5 chantiers, vous trouvez que la Chine n'a pas encore terminé tout l'argent. Mais par rapport à ce qu'elle a déjà produit, elle est au-delà. Mais elle n'a pas encore remboursé les 5 milliards. Je prends la question d'une façon globale. Ouais. Ça va? On se pose des questions. Qui vont signer ces contrats? Et est-ce qu'ils aiment la République démocratique du Congo? Est-ce qu'ils aiment le peuple congolais? C'est la raison pour laquelle nous avons proposé, nous continuons à proposer au chef de l'État. Vous allez le proposer. Je voudrais qu'on revienne encore. Oui. Nous sommes sur les défis diplomatiques. Okay. Si on a touché les autres pays qui exploitent des minéraux au Congo, mais qui ne font pas qui ne font pas cas de la guerre, oui. De cette agression, bon, c'est aussi un complot. Je ne comprends rien. Nous répétons. Je ne comprends rien. Alors, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, sur le plan international, il y a ces pays qui nous agressent de l'autre côté et ces autres pays qui exploitent nos minéraux mais qui ne font pas attention ou bien qui ne font pas cas à la guerre. Les chasser tous, leur tourner le dos, et ceux qui exploitent et ceux qui nous agressent, leur tourner le dos ou bien faire comment? Nous devons faire la philosophie Kujitegemea, Tomilukela Tuso Sangemo Situji Kebela, c'est-à-dire savoir que nous devons dépendre de nous-mêmes. On ne doit plus se plaindre. Nous devons accompagner cela de l'intelligence déconstructive pour arriver à l'intelligence reconstructive. Quand nous appliquons la philosophie Tomilukela, c'est-à-dire que tout doit tourner autour de l'intérêt des Congolais. Je dis tout. Ce que nous devons faire doit tourner
pour l'intérêt du peuple congolais, pas pour l'intérêt du peuple américain, pas pour l'intérêt du gouvernement angolais, ou bien du gouvernement canadien, ou bien des Chinois. C'est ça l'erreur que nous commettons en grande partie. J'ai dit tout sauf rien. Dès que vous ouvrez votre bouche, dès que vous signez un contrat, dès que vous devez ouvrir des portes, ça doit être d'abord, est-ce qu'il y a l'intérêt du peuple congolais? Pas d'un président de la République, s'il vous plaît. Parce qu'on a confondu souvent les intérêts d'un régime avec les intérêts de la nation. Non, ce n'est pas souvent la même chose. Un régime peut vouloir se protéger, c'est de droit quand même, mais nous parlons de l'intérêt du peuple congolais. Donc, en ce moment précis, c'est déjà une proposition, ce que nous devions faire. C'est sur le plan un peu structurel. Sur l'autre plan, déjà, on peut se dire, si on accompagne ça avec l'intelligence déconstructive, c'est qu'on accepte, que nous sommes dans un trou. Donc on ne peut pas venir et se dire, nous rompons tous les contrats. Non, 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 ce n'est pas ce que le professeur Dr Dadi dit. Ça ne serait pas même faisable. C'est-à-dire, en utilisant l'intelligence déconstructive, il y a des choses que je ne vais pas dire à la télé, nous analysons les cas. Nous allons aller en diminuant. On propose effectivement la révolution politique, la révolution culturelle, la révolution économique et la révolution sécuritaire. Vous savez pourquoi? Parce que sans la révolution, nous n'allons pas arriver à rompre ces facilités que les gens ont d'avoir 50 millions de dollars venant des Chinois, des banques chinoises, venant des banques nigériennes. Vous savez, toutes ces facilités-là. Il nous faut une révolution. Ouais. Et celui qui est mieux placé à faire cette révolution, c'est le président de la République, le peuple congolais. Lorsque vous parlez d'une révolution, il y en a qui revient au MPR, Mouvement populaire de la révolution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, lorsque vous parlez, il faut une révolution politique, il faut une révolution culturelle, il faut une révolution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, avant que je revienne, sur votre philosophie Kouditekemeya, ça va se faire comment? Tout à fait. Voilà. Une révolution, pourquoi? Une révolution parce que nous acceptons que nous sommes dans une situation catastrophique. C'est-à-dire, par exemple, comme nous ne contrôlons pas notre économie, donc il y a des gens qui contrôlent cette économie. Si nous allons par des voies un peu normales, nous n'allons pas y arriver parce que c'est eux qui contrôlent toutes ces voies-là. Une révolution politique, pourquoi? Parce qu'il y a un ancien ministre porte-parole, qui l'a dit devant tout le monde, et nous l'avions dit aussi. C'est que nous avons même des autorités que j'appelle l'autorité morale qui viennent des ambassades. C'est ça la révolution politique. Parce que si nous continuons avec la politique actuelle, nous avons en grande partie des leaders qui dépendent des ambassades, qui ne dépendent pas du peuple congolais, mais qui dépendent des ambassades, qui dépendent des intérêts néocolonialistes. Alors, qu'est-ce que vous comptez? Comment vous comptez encore sur ces leaders-là? Toutes les fois que vous allez vous asseoir, ces leaders vont défendre les intérêts d'autres pays, plutôt que les... Et ce sont des Congolais. Je ne dis pas nécessairement que ce sont des étrangers. Ce sont des Congolais. Lambert Mende l'a si bien dit pour ne pas les citer, comme il a dit officiellement, donc on peut les citer. C'est un vieux loup. Donc je ne suis pas en train de dire des choses qui ne sont pas vérifiées. Il a dit quoi, Lambert Mende? Lambert Mende a bien précisé que beaucoup de décisions se prenaient dans des officines et eux venaient exécuter. Il a dit, si vous ne l'avez pas suivi, quelqu'un pourra faire repasser encore cet élément-là. Et moi, je le confie, ce n'est pas Lambert Mende qui me l'a appris. Je l'ai toujours prouvé. J'ai été en Italie et j'ai été avec des sénateurs qui vous disent que c'est nous qui mettons le président en Afrique. Ça fait quand même 10 ans, plus de 10 ans, plus ou moins. Et il y a des commissions, des blancs, des néocolonialistes pour mettre vos présidents, pour mettre vos leaders et parfois même des leaders religieux. Ce n'est pas seulement les leaders politiques. Donc, le leadership congolais, pour l'instant, est extraverti. Vient effectivement des ambassades, vient effectivement des gens qui veulent que nous puissions penser comme eux. C'est la raison pour laquelle il faut une révolution. Parce que sans la révolution, c'est difficile. C'est même, je ne dirais pas impossible, parce que rien n'est impossible quand on a la volonté, et avec la volonté de Dieu et la volonté de nos ancêtres, rien n'est impossible, mais c'est très difficile. Pour y arriver le plus rapidement possible, c'est la révolution. Révolution, c'est-à-dire couper. On ne suit plus le chemin qui était là. Nous changeons d'autres chemins. Exemple, le président de la République, vous comprenez que l'union sacrée, excusez-moi, c'est sensible, mais c'est mon devoir, l'union sacrée en grande partie est constituée quand même d'anciens qui étaient dans l'autre régime. Ce qui fait que, je m'excuse, le président m'écoute, il n'a pas 100% coupé. Et comment nous nous étonnons que le président a la volonté, il démontre toutes les capacités pour faire changer les choses, mais les choses ne changent pas. Il y a des pesanteurs. Oui, parce qu'il est entouré totalement de ces mêmes personnes-là
qui a bu boira, qui a comploté, qui avaient déjà échoué, qui sont venus avec les Rwandais, qui sont venus avec les néocolonialistes, mais il le remet encore là et à des postes hautement stratégiques. Donc, que le président de la République ne puisse pas s'attendre à un grand changement. Donc il faut une révolution. Il faut une révolution. C'est-à-dire qui vient du président de la République, il doit se défaire. Ça va de cet entourage-là. Il peut le garder comme des conseillers. Et comme le président a souhaité qu'il faut changer la Constitution, c'est parmi... C'est une des possibilités. Nous avons une parce que dans la Constitution, on peut insérer les nouveaux modes de gestion. Tout est possible, mais là n'est pas la vraie question pour l'instant parce que j'ai plutôt une grande urgence, ça va, qui est d'abord éteindre le feu. C'est-à-dire effectivement que nous sommes en train de nous battre et toutes les questions, on doit arranger la maison, on doit nettoyer la maison, ce sont des bonnes questions. Et il devait s'en débarrasser. Se débarrasser de cette constitution de belligérance, c'est un point. Mais c'est loin d'être l'urgence pour l'instant. Ça, je le précise. Mais c'est-à-dire effectivement que tout le monde connaît de qui je parle. Mais on va commencer cette révolution dont vous parlez dans le néant. C'est pas dans le néant. Sans soubassement. Ce n'est pas dans le néant. Une révolution n'a pas besoin effectivement d'autres soubassements que la révolution. La révolution signifie qu'on peut faire des tables rases. Ah ben c'est juste le courage. Vous voulez quel soubassement pour faire une révolution? Ce n'est pas constitutionnel, ça va. Même si la Constitution, article 64, etc., nous donne au moins une petite brèche pour faire la révolution. On est tout à fait d'accord. Mais une révolution signifie effectivement que nous refondons tout. Nous refaisons notre pays. Nous ne faisons pas nous ne tâtonnons pas. C'est ce que nous demandons. Voilà, il faut commencer par le changement de la Constitution. C'est une des opportunités parce que ce n'est pas la chose la plus utile. Ici, nous avons besoin du changement. Ça va de la vie du peuple congolais. La maison est en train de brûler, c'est-à-dire que nous devrions déjà être capables d'éteindre le feu. Mais parce que nous sommes en démocratie, oui. Ce que vous dites, la révolution, tout ça, vous voulez qu'on rentre vers la dictature? Absolument pas. Ce n'est pas ça la question. Ce ne sont pas les mots. Est-ce que vous avez peur du mot dictature? Vous avez peur du mot démocratie? Vous avez peur du mot droit de l'homme? Moi pas. Mais parce qu'il y a des principes. Exactement, je n'ai plus besoin. Parce qu'on a basculé vers la démocratie. On était dans un régime dictatorial, on a basculé vers la démocratie, et la démocratie a des principes. Vous pensez qu'avec cette révolution-là, les faire sans base, parce que la Constitution actuelle ne le permettra pas, mais aussi les lois et consorts, Kabila, lorsqu'il est entré, il a d'abord commencé par suspendre la Constitution, suspendre d'autres lois, mettre en place ce qu'il avait mis pour commencer à gérer. Alors, qui a mis ces lois-là à part des hommes? C'est ça le problème qu'on a quand les intellectuels congolais et le leadership congolais ne veulent pas croire en lui-même. Je ne suis pas en train de dire qu'on fait table rasa, on ne va plus prendre certains points de la Constitution, ou bien on tue tous les chefs du village et tous les sages, ou bien tous les vieux. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut réfléchir pour trouver des solutions pour l'intérêt du peuple congolais, un point entré. Il n'y a pas de principe, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mots qui soient plus grands que le bonheur du peuple congolais. Je me répète, tout le monde qui peut m'écouter, s'il vous plaît, il n'y a pas ce qui est plus grand que le bonheur du peuple congolais, que le peuple congolais puisse bénéficier, ça va, de ses richesses, que le peuple congolais puisse être en paix, que le peuple congolais puisse contrôler ses frontières. Alors, vous voulez parler de la dictature? Si c'est le mot qu'il faut pour que nous puissions y arriver, il n'y a pas de problème. Vous voulez parler de la démocratie c'est quoi? C'est la loi du plus fort, ça va, c'est aussi une dictature de la majorité. Il n'y a pas de problème. Vous voulez parler de l'autocratie? Enfin, il n'y a pas de vrai problème par rapport aux mots. Ça va? Il y a un sérieux problème par rapport au fait que pour l'instant, ça va? Si nous nous disions par exemple, quels que soient les mots qui va exister, que les salaires, qu'on ait la tension salariale, que tous les Congolais, comme on est dans la social-démocratie, c'est ça l'UDPS, n'est-ce pas? Donc, social-démocratie, les gens sont dirigés par l'UDPS. Pas de problème. Mais au même moment, les social-démocraties signifierait effectivement que les salaires de tout le monde est social, soit la priorité. Et il y a des tentatives que nous félicitons. La gratuité de l'enseignement fait partie des social-démocraties, ce sont des actifs, ça va. Il y a par exemple la gratuité, l'ouverture santé, mais jusque-là ce sont des essais, ça va, que nous félicitons, mais jusque-là franchement, ça n'impacte pas trop le peuple congolais dans ce cadre-là. Donc nous demandons la révolution, pourquoi? Parce que ces pesanteurs qui empêchent les chefs de l'État, l'application de ce que nous sommes en train de dire, ces pesanteurs sont clairs. Je les ai dit, je les ai même cités.
Je peux même les citer encore nommément si vous voulez, parce qu'il n'y a pas question d'avoir peur là. Ça va. Mais c'est par déontologie qu'on ne cite pas nom par nom des gens qui entourent le chef de l'État et qui les ramènent un peu en bas. Si le chef de l'État ne se décide pas, ça c'est son dernier mandat, officiel néanmoins. Mais il veut encore quoi? Il a peur de quoi? Qu'on le soutienne où? Chef de l'État, le chef de l'État n'est que responsable, excusez-moi, ça va, devant le peuple congolais, pas devant ces gens-là. Et les résultats, on les posera à qui? Au chef de l'État. Donc, il doit être conséquent. Il y a une possibilité que le chef de l'État soit parmi les plus grands héros de la République démocratique du Congo. Mais s'il ne fait pas cette révolution, ça va, il aura un petit bilan où il pourra aussi passer dans l'histoire, où il pourra s'enrichir, il n'y a pas de problème, oui, mais il passera. Et franchement, il n'aura pas des éloges comme un héros. Là, ce que je propose, c'est que le chef de l'État puisse passer dans l'histoire comme parmi les plus grands héros. Vous dites qu'il faut une révolution. Il a la possibilité d'être à la tête de la révolution. Mais maintenant, monsieur le journaliste, ouais. Ce que j'ai dit, Excellence, monsieur le Président, vous avez la possibilité d'être à la tête de cette révolution. On peut expliquer. C'est une petite pierre qu'on donne. Pourquoi ne pas parfois nous écouter? On va faire que vous expliquer ce que nous pensons. Parce que si vous n'êtes pas à la tête de cette révolution, comme la révolution, c'est une exigence. Une exigence pourquoi? Parce que l'histoire, c'est l'histoire. Plus le peuple est frustré, ça va? Plus le peuple a faim, plus le peuple est malmené par le Rwanda, par l'Ouganda, plus le peuple a tendance à se révolutionner, à se révolter plutôt. Ce qui fait que, Excellence, monsieur le Président, si vous n'êtes pas, ça va, à la tête de cette révolution risque de se faire sans vous et à votre détriment. Quelles que soient les années qu'il pouvait prendre, Mobutu en a eu pour son compte. Il a fait 32 ans, mais nous savons comment est-ce qu'il a fini. Donc, le chef de l'État a une grande opportunité, ça va, de faire une révolution. Nous ne sommes que des outils. Nous pouvons participer, mais c'est pour lui. Parce que c'est lui le chef de l'État, ce n'est pas moi et personne d'autre. Ce n'est pas les opposants qui dirigent la République démocratique. Alors, qu'est-ce qu'il faut alors? Vous avez parlé de Kuji Tekemea. Et en français c'est se prendre en charge. Se prendre en charge. Exact. Qu'est-ce qu'il faut faire avec votre philosophie là, à l'interne pour faire face à ces forces négatives qui sont là quand nous les comptons, avec la complicité des Congolais? Vous avez vu Nanga qui est là-bas, vous avez dit dans les RCD, Goma, ça s'est changé, CNDP consort, oui. Et aujourd'hui, avec la complicité des Congolais, à l'interne, à l'externe, vous avez vu la complicité des multinationales, mais aussi des grandes puissances. Et aussi, de l'autre côté, nous avons parlé, je me répète encore, des grandes puissances aussi qui sont là, mais qui font fi de ce qui se passe. À l'interne, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À l'interne, c'est la en dehors de cette révolution dont vous avez parlé, oui. Je crois que ceux qui notent ont compris et la manière de le faire, ça c'est autre chose, ça demande des explications encore approfondies. Nous sommes prêts. Voilà. Et maintenant, à l'interne, qu'est-ce qu'il faut faire en urgence pour faire face à cette situation? C'est d'ailleurs une des manières d'arriver à cette révolution. Voilà. Parce que la philosophie du professeur Dadi Saleh, la philosophie Kujitegemea, pourquoi c'est une philosophie? Il ne s'agit pas des slogans. Il s'agit d'une sorte de mode de vie, mode de perception. Comment nous percevons notre société? Si nous commençons par percevoir notre société avec patriotisme, c'est ça les uzalendo, ça va? Uzao walengo. Uzao walengo, en français, c'est un peu, tu es né, ça va, pour une valeur. Tu es né pour ta nation. Ça, peut-être, on l'expliquera encore. Je l'ai fait à la RTNC, je pense, Goma. Ça va au moins une fois. Uzao walengo. C'est ça, les uzalendo. C'est ça, le patriotisme. Quand on est patriote, c'est d'abord dans la philosophie. C'est dans son intérieur. Ce n'est pas par l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'on parle qu'on est patriote. Le patriotisme s'exprime, ça va par des faits. On ne peut pas être patriote et voler la nation. On ne peut pas être patriote et ne pas travailler pour la nation. Ce n'est pas possible. Vous pouvez bien vous exprimer comme vous voulez et dire que je suis patriote, j'aime la... Tout le monde est lumumbiste. Où sont les lumumbistes? Tout le monde ici dit, moi c'est Lumumba. Mais qui agit comme Lumumba? Qui est prêt à mourir pour cette nation? Qui est prêt à dire non à l'argent comme Mamadou Ndala l'a fait? Mais tout le monde tombe ici parce qu'il faut juste être ministre, il faut être député. Et là,
toute la philosophie du patriotisme tombe. Donc, nous comprenons très bien que les Uzalendo, le patriotisme, la philosophie Kujitegemea, elle est d'abord profonde. Elle n'est pas extérieure. C'est d'abord une conviction. Et on a besoin de cela pour nous convaincre que la République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas agir dans le désespoir. Donc, ceux qui pensent que nous sommes incapables, là, c'est déjà une faiblesse. Alors, lorsque vous dites parce que l'État est parti, Oui. On doit se prendre en charge, Oui. mais l'ennemi est à la porte. Qu'est-ce qu'on doit faire, même sur le plan stratégique? Qu'est-ce que l'on doit faire par rapport même à la Constitution? Les présidents ou les autres décideurs qui vous écoutent rapidement en urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que sur le plan diplomatique, on observe, on constate que avec ce qui s'est passé, il y a l'échec diplomatique. Ça va continuer, on va combiner. Ouais. J'ai proposé depuis un temps 3 points. Ça va? Le premier point, c'est immédiat, à court terme. À court terme, c'est-à-dire Iketnoun. Maintenant, là où je vous parle, Ouais. ça va? Le président de la République est dans cet angle-là. Mais il ne va pas jusqu'au bout parce qu'il est empêché par ses forces. Il les laisse les conseiller. Ils ne peuvent jamais, Excellence, Monsieur le Président, vous conseiller comme on peut vous conseiller. Ce n'est pas possible. Immédiatement, c'est l'application de l'article 63, parce que ça, c'est déjà prévu. Donc, on n'a même plus à revoir les textes. L'article 63 dit clairement que nous devons défendre notre nation avec tout ce que nous avons. Et on peut même avoir des services militaires obligatoires. Là, nous parlons de Ouazalendo. Et le chef de l'État le démontre déjà. Il a déjà signé par rapport à la réserve nationale, à la RAD, réserve armée de la défense. Ce qui est déjà un très bon pas. Mais jusque-là, il est bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de budget. Il y a des budgets pour construire des maisons, pour construire des stades, mais on ne comprend pas que c'est urgent. Là où nous sommes en train de nous battre, c'est urgent maintenant, là à la seconde. Arrêtons tout ce que nous faisons s'il le faut. Mais on ne va pas tout arrêter. Ça va parce qu'on va faire l'économie des guerres, les investissements des guerres et les budgets des guerres. Mais ici, c'est-à-dire que dans l'immédiat, c'est l'application de l'article 63. Vraiment une vraie application. Mobilisation générale, opposants, majorité, église catholique, église protestante, musulmane, tout le monde, c'est lui qui pense que c'est un Congolais. Nous nous unissons derrière les chefs de l'État. C'est là où il ne faut pas faire de l'amalgame. Ouais. Il n'y a qu'un seul garant pour l'instant. C'est lui. Qu'on le veuille ou pas. Je demande effectivement, ça va, à l'excellence Martin Fayoulou. Même les opposants. Je demande à l'excellence Martin Fayoulou. Je demande à Moïse Katumbi. Je demande à tous les opposants. Ça va. Je demande à Kabila. Ça va. C'est les raïs, comment on dit, sénateurs à vie. Les seuls sénateurs à vie. Quel que soit ce qui s'est passé, il faut savoir laver les linges sales en famille. Si nous sommes des Congolais, alors nous nous unissons, j'ai dit derrière. Il ne faut pas faire de l'amalgame, parce qu'il n'y a qu'un seul chef de l'État. Et sortons un peu nos égos, où tout le monde veut avoir raison. Mais bien sûr, les chefs de l'État... Mais les gens dont vous venez de citer, les opposants, veulent qu'il échoue pour... Alors là, ils ne sont pas des Congolais, parce que c'est le Congo qui est en train d'échouer. C'est là où j'ai dit on a des petites réflexions. C'est le peuple congolais qui est en train de mourir. Le président est probablement dans sa chambre, en train de se réveiller. Il n'est pas tranquille, probablement, on le sait, mais quand même, lui, il est là, et il est vivant. Mais là, les enfants sont en train de mourir matin, midi, soir. Et des territoires sont en train de tomber dans des mains des Rwandais, je précise. Ce ne sont même pas dans des mains des Congolais. Donc, soyons quand même un peu sérieux, on s'unit. Ça va? On ne sera pas d'accord sur tout. C'est là où je demande aussi au chef de l'État de faire des ouvertures. Que le chef de l'État ne puisse pas avoir un discours trop autosuffisant. Parce que quand vous êtes un peu trop autosuffisant, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin des autres. Non. Pour l'instant, Excellence, Monsieur le Président, l'article 63 demande à ce que tout le monde puisse se ranger comme un seul homme derrière le chef de l'État. Pour la nation, pas pour le chef de l'État. Pour la nation, Pour la nation. Oui. Que nous puissions aller nous battre. Ça, c'est à l'immédiat. Si ça dépendait de moi, ça va. J'ai dit, dans moins de 24 heures, ça se met en application. Les chefs de l'État convoquent. Vous voyez l'argent. Vous voyez la sensibilisation derrière la Constitution, derrière, etc., des marches, des campagnes. C'est cette campagne-là qu'on devait avoir. Tout le monde à la nation. Deuxième chose, à moyen terme, ça va. C'est là que nous sommes en train automatiquement de nous préparer. Ça va. C'est-à-dire que nous faisons parmi les armées les plus fortes. Nous devons avoir une armée de dissuasion massive, des armes même à dissuasion massive. Notre armée devait avoir un minimum de 3 millions d'hommes. Ça va, bien entraînés. Je sais que le chef de l'État le fait, mais avoir notre budget ne va pas atteindre cet objectif.
Parce que nous avons des budgets dispersés dans tout. Et donc, rien. Nous n'avons pas les budgets de guerre. Voilà. Des budgets de guerre, on n'en a pas. Donc là, nous avons un budget de guerre, une loi financière de guerre, c'est-à-dire 3 millions de personnes recrutées, des Congolais, même à main nue. Les Rwandais vont avoir peur, parce qu'il faut avoir la dissuasion. Nous fabriquons nous-mêmes les armes, comme nous commençons déjà à les faire du temps de Kabila le père. Ça va? Et nous avons des experts que je connais moi-même, donc les chefs de l'État les connaissent, si moi je les connais, qui existent encore aujourd'hui, qui peuvent nous fabriquer des armes, des Congolais. On ne dépend pas des Français, ni des Américains, ni des Chinois. Nous fabriquons nous-mêmes nos propres armes. Nous pouvons engager certains étrangers, il n'y a pas de problème pour expertise, mais ils sont contrôlés. Nous fabriquons nos propres armes parce que tant qu'on n'a pas des armes à dissuasion massive, la République démocratique du Congo ne sera pas considérée comme un État dans lequel on peut avoir peur. Troisièmement, eh ben, là c'est la cata. On doit avoir l'arme nucléaire. Ça va? Mais non seulement on doit avoir l'arme nucléaire, l'arme nucléaire. Toutes les armes de destruction massive, nous devons les avoir parce que pour jamais on blaguera avec le Congo. Non, plus jamais. À long terme, quelqu'un ne blaguera avec le Congo. Là, ça nous ramène où? C'est que j'étais en train de dire, comme vous avez dit, il y a un problème de temps. Ça va. Nous rentrons vers le néo-mercantilisme. Le néo-mercantilisme où nous utilisons un système industriel complet. C'est technique, mais c'est là où nous sommes prêts à partager. J'ai dit on rentre vers le néo-mercantilisme parce que pour l'instant, on est dans le libéralisme, un peu à outrance. Le néo-mercantilisme, le système industriel complet, c'est-à-dire quoi? Ça va nous permettre de nous rapproprier nos industries, mais dans ce néo-mercantilisme, pour celui qui lit, il va comprendre que le premier objectif, c'est la sécurité. Le premier objectif, ce n'est pas l'argent. Le premier objectif, c'est nos industries nous permettent de nous sécuriser. C'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Nous permettent de nous sécuriser d'abord. Donc, on n'aura plus des petits Rwandais pour entrer en République démocratique du Congo, ni des Chinois, ni qui que ce soit, parce que nous nous sécurisons. Mais comme nous ne contrôlons plus nos entreprises, donc on ne peut pas avoir un système industriel complet. Parce que ce sont les étrangers qui nous contrôlent. Donc, ce système industriel complet va faire en sorte que nous devenions encore plus forts et que nous puissions avoir le moyen à mettre dans l'armée. Mais au même moment, ça crée des milliardaires. Ça crée des millionnaires que le président veut effectivement créer. Avec ces entreprises-là, pas avec des commissionnaires. On ne créera jamais assez de milliardaires, ni jamais assez de millionnaires avec des commissionnaires. Il faut les créer avec les contrôles du système économique, c'est-à-dire on contrôle la production, on contrôle la distribution et on contrôle la consommation. Là, à long terme, à court, moyen et long terme, nous avons des Congolais qui vont reprendre un peu leur avenir, ça va, leur destinée à main et nous allons sortir de ces grandes. Merci beaucoup, professeur Dadi Saleh, pour avoir répondu à nos questions. Nous avons fini pour aujourd'hui. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission Grand Défi de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous qui nous avez suivis. Et la suite, au prochain numéro. Au revoir.